donc sous vos yeux celui dont je vais vous parler aujourd'hui, celui qu'en règle générale on appelle le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus puissant, le plus conquérant, etc. Le pharaon par excellence, avec toutes les majuscules possibles, Ramsès II, quatrième souverain de la 19e dynastie du Nouvel Empire. Et c'est vrai, une des très très grandes figures de l'histoire égyptienne. La statue que vous avez sous les yeux a été trouvée pour changer à Karnak et pour changer dans la cachette royale. C'est donc une statue en granit noir d'un poli absolument incomparable. Certainement au point de vue technique de la statuaire colossale en granit, c'est l'œuvre la plus prestigieuse que l'Égypte nous ait jamais léguée. Quant à l'inspiration et au style, à mon avis, c'est un peu autre chose. Je veux dire par là, c'est une œuvre que très personnellement, je trouve très académique, très froide. Non, c'est très représentatif de l'époque de Ramsès II et de ce besoin d'affirmation qui a tellement marqué le souverain. Alors pour vous faire comme on le fait chaque semaine, ce que j'appelle la fiche technique de notre Ramsès II, je vous rappelle qu'il est le petit-fils du fondateur de la 19e dynastie, Ménéthé-Ramsès Ier, ce pharaon épisodique qui n'a été sur le trône d'Égypte que bien peu de temps, selon la volonté posthume de Horemheb. Il est le fils de Menmâtré Séti Ier, dont je vous ai parlé la dernière fois, et qui, à mon sens, est le plus grand pharaon de l'histoire. Il est le fils, accessoirement d'ailleurs, de Touy, épouse de Séti Ier, dont je vous avais montré, si vous vous souvenez, le très beau bouchon de Canope, tout récemment redécouvert à la Vallée des Reines. Il est né aux environs, on n'a pas une date absolument précise, vous savez, une naissance de prince royaux ne donnait pas lieu la plupart du temps à des stèles monumentales, parce que bien souvent, pour assurer une descendance, il fallait non pas 1, mais 3, 4, 5 enfants royaux, donc il n'y avait pas de bien grande cérémonie pour la naissance, mais il est né, selon les historiens, aux environs de 1330 avant Jésus-Christ. Donc en fait, calcul fait et souvenirs réunis, il est né sous le règne du pharaon Horemheb. Il est mort en 1235, là la date est sûre, avant Jésus-Christ, donc quasiment centenaire. C'est un homme qui a vécu en tout cas, et au dire, disons, des plus pessimistes des égyptologues, 95 ans, et vraisemblablement plutôt 98 ans. Donc un règne extraordinairement long, puisqu'il monte sur le trône à la mort de son père en 1298, il meurt comme je dis en 1235, ça nous fait 63 ans de règne effectif. 63 ans de règne effectif. Certainement qu'il a été l'un des plus grands pharaons du Nouvel Empire, en tout cas l'un des plus grands pharaons de cette 19e dynastie, il occupe, je le répète, la 4e place, en ceci que dès le jour où il est monté sur le trône, ce Ramsès a posé en manifestation vivante de la force divine, manifestation vivante de la volonté des dieux, et pour finir, manifestation divine, en fait, du pouvoir du ciel. Je ne sais pas si ma phrase était très claire, mais je veux dire par là que, après une série de monarques qui ont été vraiment des rois, lui monte sur le trône et se pose immédiatement en Dieu. Autrement dit, il essaye de renouer avec une très vieille idée remontant à Khéops, Képhren, Mykérinos et peut-être au-delà de Djéser, c'est que la majesté royale est une majesté divine. Pharaon n'est pas un homme, Pharaon de son vivant déjà est un dieu. Cette idée-là s'était émoussée beaucoup au cours de la première période intermédiaire du Moyen Empire, surtout du Nouvel Empire, et on était retombé bien bas quant à la faillibilité royale avec l'héritage d'Akhenaton. Eh bien, Ramsès II, avec toute la force, la certitude, en même temps, si vous voulez, que l'ambition, qui sont les siennes, décide de restaurer absolument cette idée que Pharaon est Dieu. Et tout sera mis en œuvre pour prouver la divinité de Pharaon. Et en fait, les moyens dont dispose Ramsès II sont tellement colossaux que bel et bien l'Égypte y croira. La mémoire posthume de Ramsès II est une mémoire divine. Le culte posthume de Ramsès II est un culte qui perdurera pendant des dynasties et des dynasties, pour ainsi dire, au siècle des siècles. Donc on peut vraiment dire qu'avec Ramsès II, il se passe quelque chose. C'est non seulement un grand règne, ça je vous parlerai en détail des événements tout à l'heure, mais c'est le règne par lequel, et pour la dernière fois, un pharaon d'Égypte tente de se remettre au niveau du Panthéon, c'est-à-dire aux côtés d'Amon, de Ra, de Ptah, de Khonsu, bref, de tous les dieux qui forment la foi égyptienne. Cette définition va maintenant l'illustrer par une série de portraits du roi que je vous ai amené, portés un peu en
devenir, pourrait-on dire. Alors, le premier portrait, c'est le plus important. Ce significat monteur. Le premier portrait est le plus important puisque c'est le nom royal. Et je vous rappelle, s'il en était besoin, que le nom royal est un choix royal et que le choix royal est un programme. Or, en s'appelant Uzermatre Setepenre Ramsès Meriamon, Ramsès se pose en élu de Ra. Je veux dire par là que le nom principal de toute cette longue, ce long protocole veut dire élu de Ra. Et il terminera sa vie en s'appelant pareil à Ra. Donc de Setepenre, élu de Ra, il glissera lentement mais sûrement à Miré, c'est-à-dire pareil à Ra, semblable à Ra. Autrement dit, le roi ira jusqu'à reprendre, traficoter même, si j'ose dire, son cartouche, pour bien appuyer sur cette fameuse égalité au Dieu qui lui tient tellement à cœur. Maintenant, portrait à proprement parler, en voilà un qui est très intéressant. C'est une petite stèle en calcaire fin, admirablement sculptée si vous pensez que l'original mesure 22 cm de hauteur. C'est une curieuse représentation, puisque vous voyez le roi, représenté avec l'insigne du pouvoir, l'uréus sur la tête, un cartouche royal à droite, mais curieusement, il se met le doigt dans la bouche. Ce geste rituel du doigt dans la bouche, c'est le geste de l'enfance. L'enfant, pour les Égyptiens, était un être imparfait, ou plutôt l'enfance représentait un stade imparfait du destin de l'homme. Donc, quand on devait représenter et qu'on représentait un enfant, on le représentait comme un petit homme, il avait les proportions canoniques d'un adulte, et pour indiquer qu'il était enfant, on lui mettait un doigt dans la bouche. Il suçait son pouce, si vous voulez. Et cela veut dire enfant. Autrement dit, cette petite stèle-là est une commémoration de ce moment où Ramsès était enfant roi, c'est-à-dire le moment où il était co-régent de son père, Séti Ier. Troisième portrait que je vous montre, c'est une petite statuette en bois qui provient vraisemblablement d'un ex-voto royal. Alors on y voit de nouveau le roi. On peut deviner, même si le bras est manquant, que le doigt arrivait au niveau de la bouche. Donc c'est exactement la même représentation que tout à l'heure. La statue, je vous en montre le dos, parce que le dos est absolument admirable. Donc nous avons vu donc deux représentations du début du règne, donc de la co-régence, au moment où le roi devait affirmer vraiment son nom. Dans la suite logique, voilà un portrait de la maturité. Ça, alors, c'est vraiment l'image de Ramsès des images de Ramsès, c'est-à-dire majestueux, élevé à la tribune d'honneur de son palais royal, se penchant avec commisération vers la foule de ceux qu'il veut honorer parce qu'ils l'ont bien servi. Ce que vous avez là est un détail d'une fameuse remise des colliers de récompense, tels que Ramsès II les a multipliés tout au long de son règne, tant il voulait être sûr que jamais on n'oublie les bienfaits dont il avait couvert ceux qui savaient le servir. Donc ça, si vous voulez, c'est le portrait par excellence, l'image par excellence de ce maître absolu de toute destinée qu'est Ramsès II. Puis, simplement que vous avez devant vous deux bracelets qui ont appartenu à Ramsès II et qui ont cette particularité qu'ils ont été portés par le roi dans sa vie terrestre. Ce ne sont pas, comme les bijoux de Toutankhamon par exemple, des bijoux faits pour la mort, faits pour l'au-delà. Ils ont été portés par le roi, ils ont été faits pour le roi, et ils me paraissent être à eux seuls un portrait de Ramsès II, en ceci que leur beauté, leur somptuosité, la perfection du travail réalisé par les portraits, la qualité de la pierre ici utilisée en font vraiment cet emblème même de la splendeur dont Ramsès exigeait d'être entouré sans cesse. Alors, c'est une paire de bracelets en or, avec charnière comme vous pouvez voir, un travail absolument hallucinant de grénétis, de tresses et de filigranes, représentant un canard bicéphale dont le corps est un lapis-lazuli d'un bleu gris. Alors il y a donc deux bracelets absolument identiques. Cinquième ou sixième, excusez-moi, je ne sais plus, portrait du roi, c'est l'ultime, pourrait-on dire. Vous avez devant vous le sarcophage dans lequel on a retrouvé la momie de Ramsès II. Donc vous voyez qu'en quelques portraits, j'ai essayé un peu de raconter son histoire, depuis les premiers temps de la co-régence jusqu'à l'apothéose, de l'apothéose à ce besoin d'affirmer sa splendeur, de l'affirmation de la splendeur aux portes de l'Occident, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire au moment de la mise au tombeau. C'est dans ce sarcophage néanmoins qu'a été trouvé en très bon état, il faut le dire,
dire sa momie. Vous savez que cette momie a été en bon état jusqu'au jour où elle était exposée au public, qu'elle a attrapé là des mycoses absolument terribles et que relativement récemment, elle a été restaurée. Puisque, je vous disais tout à l'heure que Ramsès II a vécu près de 100 ans, pour une fois, je peux vous montrer ce qu'au bout de 100 ans, un homme donnait, et pourtant il était encore roi d'Égypte, et pourtant il gouvernait encore. Il n'y avait pas de conseil de régence, et jusqu'au dernier moment, Ramsès II a souverainement dirigé le destin de l'Égypte, chose, il faut dire, assez extraordinaire, assez extravagante. Mais maintenant, cela étant dit, il me reste à vous parler du règne en quelques mots. Pour aborder le règne, je vais emprunter à Ramsès II les épithètes dont il aimait à se décorer. Entendons-nous, tous les rois d'Égypte ont porté un certain nombre d'épithètes plus ou moins brillantes. Mais Ramsès II a cumulé un nombre d'épithètes littéralement phénoménal. Je vous ai fait un petit choix, mais c'est un choix, je vous promets, et je vous lis ça. Dans la suite, quand on parlait de Ramsès II, on devait dire le glorieux soleil d'Égypte, la provende de l'Égypte, montagne d'or et d'électrum, élu de Ra dans sa barque, Dieu parfait, vivante image d'Amon, soleil des princes, soleil des nations, protecteur de son pays, celui qui courbe l'échine des étrangers, grande victoire, taureau puissant, maître des couronnes, maître des rites. Et après ça, vous disiez Ramsès et vous preniez votre souffle. Je veux dire que, véritablement, dans cet extraordinaire besoin qu'avait Ramsès II d'affirmer la surhumanité de sa nature même, fatalement, cette poésie épique des épithètes s'est développée de façon absolument extraordinaire. Alors, pour vous raconter le règne, j'ai choisi de prendre 3 épithètes, seulement 3 épithètes, qui me paraissent bien définir la nature même des actions, maintenant, de notre Ramsès. Première épithète, évidemment, c'est grand de victoire. C'est une de celles, d'ailleurs, qui se répète le plus souvent. Il y en a plein les murs de Karnak, il y en a plein les murs d'Abou Simbel. Grande victoire, le victorieux, celui qui a eu la victoire devant les yeux. Il est vrai que Ramsès II a été un roi guerrier. Il est vrai que Ramsès II a passé l'essentiel de son règne en armure et portant ce fameux casque de guerre royal, bleu, qu'on appelle le khéphrech. Il est vrai que Ramsès II a été plus souvent dans les provinces étrangères qu'en Égypte, et il est vrai qu'il a été peut-être le plus grand guerrier de tous les temps. On a mention d'innombrables expéditions dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Expédition contre les Hittites, expédition contre les Bédouins, expédition contre les princes du Mitanni, expédition contre les princes d'Attar. On en a des mentions absolument inouïes. Si vous ne vous souvenez que d'une, c'est déjà bien. C'est la fameuse expédition de l'an 5 du règne, 1293 pour les chrétiens, si j'ose dire. Expédition de l'an 5 qu'on appelle l'expédition de Kadesh, en ceci que pour la première fois, un pharaon d'Égypte s'avançait jusqu'au mur de la capitale de cet ennemi atavique et héréditaire des pharaons, qui était le roi des Hittites. Alors la rencontre des deux armées égyptiennes et hittites devant Kadesh a été certainement un des moments fêtiers de la carrière guerrière de Ramsès II. Épuisé par ces longues et au fond assez inutiles guerres contre les Hittites, qui étaient toujours un peu des matchs nuls, disons bien, en l'an 20 de son règne, 1278 pour les chrétiens, le roi a décidé de signer une paix hittite. Et en fait, pour la première fois de l'histoire de l'Égypte, on a vu s'asseoir, par intermédiaire, c'est évident, mais quand même, on a vu s'asseoir face à face, c'est-à-dire paritaire de taille et de puissance, un pharaon d'Égypte et un roi hittite. Le pharaon d'Égypte, c'est naturellement notre Ramsès. Quant aux Hittites, c'était le roi Hattusilis III, un des plus grands monarques de l'histoire même des Hittites. Mais le fait est que cette fameuse paix hittite de l'an 20 va assurer 40 ans de paix et de prospérité au royaume d'Égypte. C'est déjà donc un mérite de Ramsès II que d'avoir accepté de s'asseoir face à un Hittite. 40 ans de paix, ça compte, croyez-moi. Donc, si on fait juste la synthèse de ce premier point, grand guerrier, avec de grandes expéditions dont il a surtout grandement parlé, mais aboutissant tout de même à une paix, c'est-à-dire à un constat d'échec. Deuxième épithète, on va arriver à des choses un peu plus gaies que la guerre, taureau puissant. Vous me voyez venir, je respecte.
Je vous fais remarquer d'ailleurs que depuis Narmer, l'épithète de taureau puissant est portée absolument par tous les pharaons d'Égypte. Mais cela veut bel et bien dire ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'il est le géniteur de l'Égypte. Il est le taureau primordial qui a planté son sexe dans la boue du Nil pour en tirer d'abord les dieux, puis le cosmos, puis les hommes et leur fortune. Donc l'épithète de taureau puissant est un épithète important, et personne ne l'a mieux porté que Ramsès II. Il faut savoir en effet qu'il a eu une foule extraordinaire d'épouses légitimes, encore plus extraordinaire d'ailleurs de concubines. Mais ne le voyez surtout pas comme une sorte d'Haroun al-Rachid de l'Antiquité pharaonique. Ramsès II avait un certain nombre d'épouses parfaitement légitimes et qu'il avait de choix ou par obligation diplomatique épousées, mais l'habitude voulait, à côté de cela, que les filles de compagnons d'armes courageux et fidèles, laissées orphelines, soient épousées par le roi de façon à sauver leur nom et leur maison. Alors, avec autant de guerres, je vous assure qu'on se compose un gynécée phénoménal. Beaucoup de ces dames sont d'ailleurs mortes de vieillesse sans avoir jamais vu l'ombre de Ramsès II. Donc, le roi n'en a connu, si j'ose dire, qu'un certain nombre. Parmi ce certain nombre, il y en a de très importantes. La première qu'on lui connaisse s'appelait Hétmire et n'était rien d'autre que sa sœur. Il avait épousé, en effet, comme la tradition le voulait, sa sœur pour garantir la pureté de la race pharaonique. Cette sœur, d'ailleurs, a vécu très longtemps, c'est devenue une forte vieille dame, d'ailleurs, mais complètement retirée, bien sûr, de la maison royale avec laquelle elle n'avait rien d'autre à faire que de la figuration, tant soit peu intelligente. Quant aux deux épouses qui ont vraiment été les femmes de sa vie, la première était Thébène et elle s'appelle Néfertari. Donc, Mout Néfertari, la mère, celle qui a donné au roi Titon 13 enfants, a été certainement la première épouse aimée du roi. Quant à la deuxième, très importante elle aussi, elle s'appelle Iset Néferet, c'est-à-dire la beauté d'Isis, tout simplement. Elle aussi extrêmement importante puisqu'elle a donné naissance à 8 fils, dont celui qui succédera à notre Ramsès II. Peut-être, j'en ajoute une toute petite pour le plaisir, elle s'appelle Mat-Hor Neferure, un nom, je dirais, compliqué, un nom, je dirais, un peu fabricoté, un nom un peu artificiel. C'est le nom le plus artificiel qui soit, puisque la pauvre créature était une Hittite de 14 ans, la fameuse princesse dont je vous ai parlé, qui a concilié en fait l'alliance de l'Égypte et de l'empire des Hittites. De ces nombreuses épouses, c'est le cas de dire, Ramsès II a eu un nombre d'enfants phénoménal. Les filles, on ne les compte même pas, à l'époque d'ailleurs qu'elles ne comptaient pas du tout. Les fils, par contre, on les a dénombrés. On est arrivé au chiffre de 107 enfants viables, 107 enfants qui ont vécu, donc qui ont au moins dépassé leur majorité à l'époque, à l'âge de 10 ans. Alors sachez simplement que le tout premier s'appelait Imener-Khepsef, il est né de Néfertari, et sa naissance a été pour Ramsès II un des plus grands moments de sa vie. Voilà ce Imener-Khepsef. Le deuxième s'appelle Ramessou comme papa, et il est fils de Iset Néferet, ou Iset Nofret si vous préférez, donc fils de la deuxième épouse. On pourrait continuer jusqu'à 107, je n'en ai ajouté que 2 parce qu'ils sont importants. Je vous signale en effet, dans cette descendance, le prince Khaemouast. Khaemouast est le 4e fils de Ramsès II et d'une épouse secondaire. Il a été dans sa majorité grand prêtre de Ptah à Memphis. Ramsès II avait en effet l'habitude, ô combien judicieuse, de faire de ses fils régulièrement des grands prêtres. Ça lui assurait ainsi un œil et une oreille dans tous les nobles de l'Égypte qui ont été parfois très précieux pour la politique alambiquée qui était parfois la sienne. Rémois était beaucoup mieux que les autres, on peut le dire. Il a été considéré comme un des plus grands érudits de tous les temps. On l'appelait le sage parmi les sages. Il avait un peu une aura sulfureuse parce qu'il était aussi un des plus grands magiciens, dit-on, de tous les temps. Mais sachez surtout qu'il est surtout le premier archéologue de tous les temps, et en ceci c'est le saint patron de l'égyptologie, j'ose dire. Rémois, ça en était, fait faire des fouilles dans les pyramides de l'ancien
l'ancien empire de Aboussir et de Saqqara, pour savoir comment on enterrait à cette époque-là. Le dernier que je vous cite, quatrième nom et 13e fils, c'est Ménephta. Ce Ménephta est le dernier enfant de Iset Nofret, la deuxième épouse, et c'est lui qui succédera en fait à Ramsès II, qui deviendra le 5e roi de la 19e dynastie. Notre Ramsès II aurait donc eu des dizaines d'épouses et au moins 107 fils, mais sachez qu'il est mort en n'ayant plus une seule épouse à son côté. Toutes sont mortes bien avant lui. Et il a enterré 12 de ses fils. Troisième épithète, c'est le maître des rites, parce que là j'ai aussi quelque chose d'important à vous dire. De tous les rois d'Égypte, je crois pouvoir vous dire que Ramsès II a été le plus pieux. De tous les rois d'Égypte, je crois pouvoir dire que Ramsès II a été le plus concerné par les affaires divines. Et de tous les rois d'Égypte, Ramsès II est certainement celui qui a le plus songé à célébrer les dieux par des constructions, notamment extraordinaires. Vous prenez la carte de l'Égypte, du delta des bords de la Méditerranée, je crois pouvoir le dire, au Soudan, c'est-à-dire au sud de la 3e cataracte, et il n'y a quasiment pas un site où vous ne trouviez pas un temple ou un bout de temple ou un embellissement important, ou des colosses ou des obélisques à la grandeur de Ramsès II. Il y en a partout. Je me suis simplement permis de vous faire une petite liste que je vais un peu lire comme les épithètes, parce que ça finit par devenir hallucinant. Tanis, une ville entière. Cantyr, le temple de Seth. Tel-Basta, le temple de Bastet. Héliopolis, le temple de Ra. Komel-Misr, le temple d'Ator. Memphis, le grand temple de Ptah. Amas, le temple d'Arsaphès. Ashmonaim, le temple de l'Egdoade ornopolitaine. Achmim, le temple de Mine. Abydos, un cénotaphe à la gloire d'Osiris. Thèbes, le temple de Karnak, le temple de Luxor, le temple funéraire du roi et sa tombe. El-Kab, une chapelle de Nekhbet. Éléphantine, un temple de Khnum. Beit el-Wali, le temple d'Amon-Ra. Erf-Hussein, un spéos de Ptah. Wadi es-Seboua, un temple d'Amon. Elder, un spéos de Arakti. Abou Simbel, les deux spéos de Arakti et Hathor. Tombos, une stèle et 2 obélisques. Il y a 3700 km de distance entre le premier et le dernier site. Autrement dit, cet homme a tout construit, quitte d'ailleurs souvent, lorsque le temps pressait ou que les moyens manquaient, de gratter les cartouches de ses prédécesseurs pour y installer le sien et devenir ainsi père du temple. Donc en fait, le temple de Karnak a été repris et continué par notre Ramsès II à la suite de ses 10 premiers. Or, c'est cela que nous allons voir maintenant, bien sûr, par l'image. Alors, je vous ai dit que la salle hypostyle s'ouvre maintenant par un grand pylône. Voilà ce grand pylône. Il porte le numéro 2 dans le cadastre archéologique de Karnak. Deuxième pylône des 9 pylônes. Deuxième pylône de Karnak. Et passé le pylône, on est dans la salle hypostyle. Naturellement, le paysage que vous en découvrez est singulièrement le même que du temps de ces 10 premiers, puisqu'en fait, Ramsès II a peaufiné l'ensemble qui avait été entièrement lancé et en fait élevé par le roi. Mais des restaurations récentes ont permis de se rendre compte, en tout cas, que l'éclairage de la salle était dû à Ramsès II. Et regardez bien, cette salle était à l'époque, bien sûr, sous plafond, donc extrêmement obscure. Le seul jour qui pénétrait dans la salle hypostyle même était filtré par ce qu'on appelle les claustras, ces grandes grilles de pierre qui sont là. Récemment, le temple de Karnak étant en train lentement de s'enfoncer dans le sol de la nappe phréatique, récemment, ces claustras ont montré des signes de faiblesse. On les a donc descendus pour les réarmer et on a découvert que toutes, sans exception, étaient aux cartouches de Ramsès II. Donc, il a construit certainement un certain nombre des colonnes à la suite du règne de son père, mais il a surtout signé l'originalité même de l'éclairage, ces percées par claustra qui devaient être d'un effet extraordinaire à cette époque-là. Surtout, il ne s'est pas oublié dans le pourtour de la salle, vous vous souvenez que nous avions vu la semaine passée, Séti Ier célébrer le dieu Amon, des séries de bas-relief extrêmement belles. Bien, dès que Séti Ier est mort, les ouvriers sculpteurs ont continué en remplaçant tout simplement l'image de Séti Ier par l'image de Ramsès II, le fils succédant au père. Voilà donc Ramsès II devant Arakti, Ramsès II devant Amon, etc.
Et en particulier, voilà Ammon de Ramsès II, c'est-à-dire une des premières représentations du roi. Et chose assez étonnante, c'est valable déjà sur ce bas-relief, mais ce sera valable pour tous les bas-reliefs de l'époque, le dieu Ammon a très pour trait le même visage que le roi régnant. C'est encore une façon d'assimiler la personne royale à ce niveau des dieux auquel Ramsès II tient tant. Donc à Karnak, l'essentiel du travail, ce sera de continuer et de compléter la grande salle hypostyle. Bien entendu, il faut que le roi signe la chose. Alors, devant le pylône de cette salle hypostyle même, il a fait ériger un grand colosse de granit rose, et ce colosse a été découvert, vous l'avez devant. Le visage de ce colosse est au fond la signature même de Ramsès II. Le visage est épouvantablement mutilé pour la simple et bonne raison qu'avec les années, la statue est tombée le nez sur le dallage et s'y est donc complètement écrasée. Mais, chose émouvante, au bas et à peu près à notre échelle, donc mesurant environ 1,70 m de hauteur, voilà l'épouse préférée représentée. Et c'est certainement un des plus beaux portraits que nous connaissions de Néfertari, cette fameuse épouse élue de Ramsès II. La reine Néfertari porte tous les insignes du pouvoir ici, parce qu'elle est certainement portraiturée à un des nombreux moments où Ramsès II est en lointaine expédition pour des mois, parfois même pour plus d'une année, elle exerçait le pouvoir en tant que régente du trône. Voilà donc cette Néfertari dont tous les contemporains ont dit qu'elle était l'exemple le plus achevé et le plus parfait de la beauté thébaine que l'on puisse imaginer. Mais pour que vous ayez une vision encore plus éblouie de la beauté de la reine, et pour compléter ce que vous venez de voir, j'en passe maintenant à la tombe les portraits. Vous savez qu'en effet, à sa mort, Néfertari a soulevé des océans de chagrin chez Ramsès. Et Ramsès les a exorcisés en consacrant 6 ans à faire percer et décorer la plus belle tombe de reine jamais percée en Égypte. Cette tombe de Néfertari est un chef-d'œuvre absolu. Elle a tout perdu depuis que la mycose et la moisissure l'ont payée. Elle est en train de tout reprendre, puisque grâce à Paul Getty, je le disais tout à l'heure, on va revoir à peu près ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire les documents qui datent d'avant la catastrophe de 72, l'invasion par les eaux du caveau de la reine. Alors voilà l'exemple type d'une reine ramesside. Vous remarquez qu'il y a une dignité extraordinaire. Ce n'était pas une cour badinante, celle de Ramsès II. On se tenait droit, au garde à vous, pourrait-on dire. La reine porte surtout ses vêtements et ses parures extraordinairement somptueuses que Ramsès II a mis à l'honneur. Autre portrait de la même tombe, d'ailleurs, avec ses merveilleuses boucles d'oreilles qui sont les Uræus royaux. C'est donc un cadeau de son époux que vous avez. C'est certainement un des portraits les plus vibrants, d'ailleurs, de Néfertari que l'on puisse imaginer. Avec cela, nous quittons Karnak. Donc, Ramsès II a construit ce qu'il y avait encore à construire de la salle hypostyle, plus le pylône qui permet la nouvelle entrée au temple et qui porte donc le numéro 2. Pour Ammon, toujours maintenant, nous nous déplaçons au temple de Luxor, à peine quelques kilomètres de là. Vous vous souvenez de ce temple de Luxor? Il avait été construit par le roi Amménophis III à un amont assez schismatique, il faut bien le dire. Ce temple d'Amménophis III, nous l'avions visité avec sa grande cour, sa salle hypostyle, ses appartements divins et son naos. Vous vous souvenez qu'Amménophis III, au milieu de son règne, avait construit devant ce temple 12 colonnes monumentales comme à Karnak. Eh bien, Ramsès II va construire là-devant une nouvelle cour et un nouveau pylône. Ainsi, pour les prêtres, pour l'Égypte et même pour le dieu Ammon, lorsqu'il pénétrait dans son temple de Luxor, celui qui lui ouvrait la porte, c'était Ramsès II. Une façon de plus, au fond, comment dire ça, de se mettre devant la majesté d'Amménophis III, on peut le dire de faire oublier Amménophis III. Alors voyons maintenant, voilà ce pylône du temple de Luxor, qui est un des plus beaux que l'on puisse voir, d'ailleurs il est parfait sur le plan, si vous voulez, de ses proportions. Il est précédé, comme vous le savez depuis toujours, de 2 obélisques dont vous ne voyez plus qu'un, parce qu'il faudrait le faire singulièrement pour voir les deux. Un œil à Luxor, l'autre sur la Concorde, et vous rétabliriez la vérité. Vous voyez la beauté de la mise en page des textes. Et vous remarquerez, j'espère au passage, que les hiéroglyphes se mettent au garde à vous comme les reines sous Ramsès II. Des écritures extraordinairement métriques et extraordinairement maîtrisées, d'ailleurs, il faut bien le dire.
Et voilà cette fameuse grande cour entièrement peuplée de colosses représentant le roi. Colosses en granit gris, colosses en granit rose, et il y en a partout. On est cerné complètement par l'image de Ramsès II, assis sur un trône dont les montants sont occupés par la fameuse scène dite du Sematawi, c'est-à-dire le roi sous la forme du dieu Nil, en train de ligaturer les plantes héraldiques du lotus et du papyrus, et par là même d'assurer l'unité de l'Égypte. Alors, les dieux Nil, c'est Ramsès II, une fois de plus, assimilation des visages royaux et divins, et la tâche elle-même, c'est la ligature du lotus et du papyrus autour de ce symbole qui n'est rien d'autre que le phallus de Ramsès II. Une façon de montrer qu'en fait, le sexe royal garantit l'inviolabilité des deux terres fondamentales d'Égypte. C'est toujours dans la même cour que ceci a été pris. Il y a non seulement des grands colosses de granit gris assis, mais je le disais, aussi des colosses de granit gris pâle, voire des colosses de granit rose. De partout, on voit le roi. Et parfois, c'est rare, mais parfois, il a sorti sa majesté de celle de Néfertari tout de même. Donc vous voyez, quand on réussit à contourner l'épaisseur du modèle Ramsès, on découvre, à la hauteur du temps d'Achille ou à peu près, celle qui a été l'élu de son cœur. Voilà donc une nouvelle image de Mount Néfertari. Certainement ici à la fin de son règne, puisqu'elle a ce privilège de voir les hiéroglyphes de son nom mis dans un cartouche. Certains égyptologues pensent même que ce serait un cadeau posthume de Ramsès II que de l'avoir éternisé par le biais du cartouche. Une de ces représentations de Néfertari dans la cour de Luxor est trop belle pour que je ne vous la montre pas, ce merveilleux visage de Néfertari. Alors, le couple royal étant représenté, Ramsès partout, Néfertari de temps en temps, il est évident que les fils royaux sont aussi montrés. Vous voyez, maintenant, en voyant ces temples, on peut reprendre tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà donc un détail de la fameuse procession des fils royaux qu'on retrouve dans tous les temples de Ramsès, dans tous les temples. Ici, c'est un petit bout seulement, puisque nous n'avons que les 16 premiers enfants royaux. Ceci, c'est en effet la fin d'un grand bas-relief qui nous montre Ramsès devant Amon, plus les autres dieux, plus toute l'Égypte, plus les tambours, les grosses caisses et les tubas, en train de consacrer le grand pylône du temple de Luxor. Et pour la première fois dans l'histoire de l'art égyptien, un artiste a représenté une architecture. Il a représenté ce cadeau même qu'est le grand pylône. Vous voyez très bien la forme même du grand pylône. Et on voit même les statues colossales que vous venez de voir à 3 dimensions. Ici, réduites aux 2 dimensions du bas-relief. Je répète bien, c'est la seule représentation d'une architecture que l'art de l'ancienne Égypte nous est léguée. Voilà un détail de la partie de gauche, un tout petit peu plus visible peut-être. On voit un colosse assis, 2 colosses debout, le Ramsès II, devant le môle même de l'édifice. Voilà donc sous vos yeux le temple le plus chanté de tous les temps, peut-être, surtout quand on sait qu'il a été découvert par un Suisse, allemand, il faut quand même avouer, M. Burckhardt, dans les premières années du 19e siècle. Alors, ce temple est célébré ici, surtout parce qu'il a été déplacé, il faut bien l'avouer, c'est ce qu'on appelle une vedette. Le temple de Ramsès est un temple célébré ici parce qu'il incarne mieux que n'importe quel autre cette fameuse majesté royale dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un temple creusé dans le rocher, c'est donc ce qu'on appelle un spéos, si vous vous souvenez bien. La façade de ce spéos est en effet soutenue par 4 effigies de plus de 20 mètres montrant le roi, et ces 4 effigies présentent à l'horizon du soleil levant le dieu qui est le maître de ce temple, Ra-Arakti, le Ra des 2 horizons, le Ra qui se lève et qui se couche, donc le dieu par excellence de l'éternité. C'est cette vision-là, si vous le voulez, ces 4 immenses colosses et ce dieu Ra-Arakti avec le faucon qui font la célébrité du temple. Mais il faut bien avouer qu'au-delà de la grandeur de ces statues, au-delà de la beauté que les artistes ont pu sauver, malgré la taille, faire beau en petit ça va, mais faire beau à 20 mètres, c'est beaucoup plus difficile. Alors, en dépit du génie des artistes donc, en dépit de la beauté de leur don, il faut avouer que le temple lui-même n'est pas très intéressant. Je veux dire par là que ça n'est pas du tout un de ces temples spéculatifs, comme ont été spéculatifs les temples de Séti Ier, ou auparavant ceux d'Amenéphis III.
C'est un temple où on a posé les dieux au fond d'un naos, histoire de faire une belle façade. Autrement dit, c'est beaucoup plus une manifestation du pouvoir royal qu'une manifestation de la grandeur des dieux. Ou plus exactement, la grandeur des dieux tient au pouvoir royal, les deux s'exaltant l'un l'autre. Alors voilà le plan, nous avons nos 4 colosses, vous les avez vus là, un petit couloir d'entrée, une salle hypostyle et un naos forment l'ensemble du monument. On va suivre bien sûr ce chemin-là pour gagner ensuite ces drôles de salles annexes qui sont ici et qui donnent au fond toute leur explicitation du temple. La salle hypostyle creusée dans le roc est soutenue par d'énormes piliers sur le devant desquels s'appuient des colosses de Ramsès II. Ramsès II en façade, Ramsès II encore en colonne, comme vous pouvez voir sur les côtés. Effigie d'ailleurs d'une qualité et d'une beauté tout à fait étonnantes. Un peu souffert du temps, un peu souffert de la pénétration et de l'occupation, certainement par des barbares au cours du siècle, mais en très bon état. Et sur les murs, des bas-reliefs qui racontent la gloire de Ramsès II. Ramsès II en façade, Ramsès II en colonne et Ramsès II sur les bas-reliefs encore. Toutes les batailles sont là. La bataille de Kadesh, la campagne de l'Ampite, la campagne contre les Bédouins, toutes les grandes guerres sont là. Abu Simbel étant une sorte de manifeste de la grandeur même du règne. Et quand on est bien pénétré de l'idée que Ramsès II est vraiment un dieu, alors on arrive au Naos, et dans ce Naos, on découvre 4 images divines. Ces 4 images divines sont à gauche le dieu Ptah, juste à côté le dieu Amon, à l'extrême droite le dieu Ra, c'est-à-dire, si vous remarquez, 3 des plus grands dieux du panthéon égyptien. Quant au 4e, comme par hasard, c'est Ramsès II. Donc, il est devant, il est dedans et il est au fond. Il est à la fois roi, célébrant et même Dieu. Cette ubiquité théologique où je m'y retrouve. Voilà donc de plus près, Ptah à gauche, Amon. Ramsès II qui porte justement cette fameuse couronne de guerre, ce fameux reprêche dont je vous parlais tout à l'heure, et Ra-Arakti avec tête de faucon que vous avez ici. Il y a longtemps déjà, et depuis M. Bourcard, pour tout vous dire, que les visiteurs puis les égyptologues ont été frappés par la splendeur un peu creuse de cet édifice. Je veux dire, et je répète, c'est admirable comme réalisation, c'est phénoménal comme style, mais on se demande au nom du ciel pourquoi c'est fait. M. Bourcard, qui était un grand voyageur, mais peut-être pas encore un grand égyptologue depuis l'époque, a dit: on a construit ce temple pour que les tribus barbares du Soudan aient peur de l'Égypte. C'est-à-dire que ces images colossales d'un roi leur fassent peur. Je crois que vous connaissez juste assez les barbares pour savoir que c'est tout de même pas des Ramsès II de Pierre qui les auraient terrifiés longtemps. La raison d'être de ce spécial, c'est un peu autre. Le plan de tout à l'heure vous l'a bien montré. Il y a des grandes salles annexes qui partent dans le rocher comme ça, à droite et à gauche. Voilà ces salles annexes. Pas de décor, pas de bas-relief, rien du tout, si ce n'est des banquettes de pierre ménagées comme ça tout au long de l'ensemble. À quoi est-ce que cela servait? Eh bien, tout simplement à faire transiter en toute sécurité l'or qu'annuellement l'Égypte exigeait comme tribut du royaume de Punt. Autrement dit, lassé d'avoir depuis longtemps à déployer des armées entières pour protéger l'or que Punt lui envoyait contre les incursions barbares, Ramsès II a eu cette idée de creuser dans le roc d'Abu Simbel un coffre-fort géant où tout cela pouvait transiter dans la sécurité même de la pierre. Abu Simbel sonne creux théologiquement parce qu'Abu Simbel n'est pas un temple. Abu Simbel, c'est le fort Nox de Ramsès II, ni plus ni moins. Et ceci expliquera à ceux qui ont déjà vu et à ceux qui découvriront peut-être plus tard Abu Simbel comment on a dans ce temple à la fois un immense respect qui est dû à l'écrasement des proportions, puis en fin de visite, une assez sensible déception. Tellement en fait, il y a peu de choses dites dans ce temple. Ce temple n'a rien à dire, il a à abriter un point, c'est tout. Dernier monument que je vous présente maintenant, le temple funéraire. C'est-à-dire que c'est en fait les doigts du delta jusqu'à la 3e cataracte, à travers ce que vous venez de voir et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Enfin, Ramsès II a lâché ses architectes, ses contremaîtres et ses sculpteurs sur ce qui l'intéressait le plus, le temple dans lequel allait s'éterniser sa mémoire à jamais. Le temple funéraire donc. Comme nous avons visité
visité la semaine passée le Gourna de Séti Ier. Vous voilà devant le Ramesséum de Ramsès II. Nous sommes d'ailleurs à 1,5 km de Gourna, c'est tout près. Vous savez, je crois que vous l'avez dit déjà, les temples funéraires des rois d'Égypte sont posés comme en sentinelle de la rive gauche, ils gardent la rive gauche pour qu'elle soit protégée des forces mauvaises, et derrière se trouve caché dans le rocher le tombe. Alors voilà le premier pylône du temple de Ramsès II, et voilà une carte qui vous aide à découvrir tout cela un peu mieux. C'est bien entendu la chaîne libyque, et vous remarquerez, je pense, que les moindres caprices de cette chaîne libyque sont occupés par la vallée des rois, la vallée des reines et les nécropoles des nobles qui se trouvent entre les reines et les rois, ou entre les rois et les reines, comme vous préférez. C'est les fameuses nécropoles de Cheikh Abdel Gourna, Rabou El Naga, Assassi, Koka et Gournet Bouraï. Les morts habitent donc là-bas, au-delà, si j'ose dire, des terres cultivables. Et à la frontière même des terres cultivables, selon ce que je disais à l'instant, sont regroupés en fait les rois, c'est-à-dire les temples funéraires des rois. Étant entre l'ici-bas et l'au-delà, c'est eux qui sont les sentinelles de l'Occident. Ils gardent en fait la pureté de l'Occident. Alors, on peut les suivre, et même suivre l'histoire du Nouvel Empire, du temple de Gourna, où est Séti Ier, qui se trouve ici, au temple de Ramsès II, le fameux Ramesséum que nous allons visiter ici, au temple de Ramsès III, le temple de Médine-État qui se trouve là, sans compter tous les templarions qui se sont plus ou moins conservés et qui, eux, gardent la majesté des autres rois du XVIIIe, XIXe et XXe dynastie. Et celui qui nous intéresse donc aujourd'hui, c'est le Ramesséum, à mon avis, le plus beau temple de la rive gauche du Nil. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à garder, avec sa végétation, sa paix, cette sérénité due en fait à la négligence touristique, il a réussi à garder un charme digne des lithographies du XIXe siècle, digne même peut-être des gravures du temps de l'expédition d'Égypte. Les plantes, les arbres et les ruines ont un goût du XIXe siècle est absolument étourdissant. Disons tout de suite d'ailleurs, le temple est assez mal conservé, il a été extrêmement éprouvé par le temps. Le premier pylône s'est complètement abattu, la première cour n'existe presque plus, le deuxième pylône est à 9/10 détruit, la deuxième cour n'est qu'un souvenir, il reste une salle hypostyle et c'est à peu près tout. Mais tout cela témoigne d'une grandeur à laquelle je suis sûr que vous allez être sensible. Pour que vous vous rendiez compte de l'état du temple, je voulais vous montrer une paroi qui a subi ces fameux tremblements de terre qui en fait sont des affaissements de la nappe phréatique en période historique. Le temple était ainsi complètement éprouvé et démantelé. Il est même à l'heure actuelle considéré comme un temple dangereux à visiter. À l'époque, le temple était absolument somptueux, regardez ça. Premier pylône, première cour. Deuxième pylône, deuxième cour. Une salle hypostyle, une salle de la rencontre, une salle de la célébration, un pronaos, un naos, une infinité de salles annexes autour, et surtout une ville entière construite en briques crues sous forme de magasins qui abritait les offrandes funéraires faites à Ramsès II, ce qui se mange, ce qui se boit, ce qui se conserve, tout ce dont le roi a besoin au siècle des siècles était entreposé dans cette ville votive en briques que vous avez autour des temples. C'était une des fondations les plus extraordinaires qui soit. On a passé le premier pylône, très érodé, vous l'avez vu tout à l'heure, du coup la première cour. On a même passé le deuxième pylône et nous voilà dans la deuxième cour, où alors là, il reste assez pour se rendre compte de la magnifique rythmique des colonnes sous Ramsès II. Souvenez-vous des colonnes du temps d'Amenopis III, les colonnes du temple de Luxor. Fasciculées et évanescentes comme elles étaient, elles évoquaient presque des danseuses. Regardez maintenant les colonnes de Ramsès II, elles sont au garde à vous comme des soldats. Je ne dis pas du tout qu'un style est meilleur que l'autre, j'essaie simplement de vous montrer que deux esthétiques, et même autant d'esthétiques qu'il y a eu de rois, ont cohabité dans ce qu'on appelle de façon un peu rapide l'art égyptien. Chaque roi a sa mélodie, mais il n'y a pas de doute, la mélodie de Ramsès II c'est une fanfare. Et je trouve que ça se sent extrêmement bien ici. Les représentations d'Osiris, ou plutôt du roi sous sa forme d'Osiris, sont vraiment autant au garde à vous que celles d'Abou Simbel dont je vous parlais tout à l'heure. Dans la cour du temple se dressait à l'époque une chose phénoménale. Cette chose phénoménale, les textes en ont parlé jusqu'à l'époque des Grecs et des Romains. C'était le plus grand colossus
colosse de granit jamais taillé par l'homme. Un colosse de Ramsès II qui mesurait 37 mètres de hauteur. Eh bien, ce colosse était si grand qu'il a posé la ruine du Ramesséon. En effet, trop lourd pour être soutenu par la nappe phréatique et par le vide, il s'est enfoncé en terre, il a basculé et il a entraîné dans sa chute le deuxième pylône et la colonnade de la deuxième cour du temple. Donc en fait, c'est le colosse lui-même qui a, on peut dire, tué le temple. Or, vous devinez quand même, tomber en arrière, le torse du roi, son épaule ici, son visage complètement érodé et sa grande coiffure. Et de l'autre côté, voilà les pieds du roi. C'est tout ce qui subsiste sur place originale de la plus grande statue de granit jamais élevée par l'homme. Chose curieuse, dit-elle, ce colosse ne vous échappe plus. Dès l'instant où on pénètre dans ce Ramesséon, et d'où qu'on soit, le colosse est là. Vous savez, c'est comme dans un monde qui, par exemple, vous regarde, si vous êtes à droite, à gauche, etc. Là, c'est le colosse, véritablement, qui vous regarde. Et il vous regarde depuis bien longtemps, regardez ça. Ce que vous avez sous les yeux, et qui est quand même vivant, c'est la même chose que ma photo de tout à l'heure, mais faite il y a 150 ans. C'est une des fameuses aquarelles de notre bon vaudois de Charles Clair. Alors, je vous disais à l'instant, tout ce qu'il reste de cette splendide fondation, hormis les ruines, des pylônes et des tours, c'est la salle hypostyle. Nous voici maintenant dans cette fameuse salle hypostyle. Elle est de loin pas aussi grande, vous imaginez bien, que celle de Karnak, mais elle est quand même la plus grande salle hypostyle d'un temple funéraire royal. Conçue comme Karnak, l'allée centrale de ces colonnes est un chapiteau ouvert, donnant par là même la majesté de la marche des prêtres, cependant que les bas-côtés sont un chapiteau fermé pour ménager, si vous le voulez, cet lent avènement de l'ombre, même des ténèbres, qui marquent en fait tous les actes du culte égyptien. C'est dans cette salle hypostyle qu'on trouve les principaux reliefs racontant l'histoire même du roi, et notamment racontant l'éternelle bataille de Kadesh, dont je vous ai dit qu'il y avait une version à Karnak, une version au temple de Luxor, une version à Rossimpel, des versions plus ou moins gothiques dans tel ou tel des 647 temples du roi. La plus belle se trouve au Ramesséon. Et vous voyez là, le roi Ramsès II se précipitait devant la ville de Kadesh. Et voilà cette fameuse ville de Kadesh, où le poète officiel Pentaou nous raconte que les Égyptiens sont arrivés, ont traversé le fleuve Oronte, ils ont pris la ville et pour échapper à la honte, les vieux de Kadesh réunis dans le donjon ont préféré se jeter dans le vide. Donc vraiment, on vous chante ici une victoire totale. Après les scènes de la vie civile du roi, nous avons quelques scènes, à mon avis, beaucoup plus belles, montrant la vie religieuse du roi, et notamment ceci. Un détail d'une procession funéraire dans lequel, pour marquer sa piété à l'égard des dieux, Ramsès II s'est défait à l'ouverture d'une cérémonie de tous ses vêtements royaux pour en fait, portant simplement la robe de lin, prendre la place d'un prêtre et porter la marque de procession. Et un peu plus loin encore, un peu plus loin, une scène qui cette fois-ci n'est plus sur terre, elle est déjà dans l'au-delà, autrement dit que plus on avance, plus on progresse même au-delà. C'est après la mort de Ramsès, le moment où en fait il ressuscite. Alors voilà Ramsès, il est assis à l'ombre de grand arbre que vous devez deviner ici, et qui est le Perséa sacré. Ce Perséa sacré porte les noms de tous les rois de l'Égypte sur chacune de ses feuilles. Autrement dit, quand la brise souffle dans l'au-delà, le Perséa bruit et répète jusqu'au point cardinal les noms de tous les rois de l'Égypte, et ainsi font qu'ils ne seront jamais oubliés. Et dans ce très beau mythe, ce qui est émouvant, c'est que traditionnellement et depuis l'aube des temps, celui qui a pour mission d'écrire le nom d'un roi défunt, c'est son père. Autrement dit, voilà Séti Ier ici, écrivant pour Ramsès II sur une feuille le cartouche de Ousermâtré, Sétépétré. Voilà le détail. Vous voyez bien la feuille que l'artiste a follement agrandie pour pouvoir tout écrire. Et vous voyez Ousermâtré, Sétépétré. Une scène dont on parle beaucoup dans les textes, mais qui est très peu souvent représentée. Ici, on va mettre ça de façon particulièrement vibrante. Et après ça, c'est fini. Je veux dire par là que, si vous vous souvenez, il n'y a plus de premier pylône, presque plus de première cour.
Quasi plus de deuxième prison, quasi plus de deuxième cour. Mais il y a une salle hostile. Quant aux appartements qui suivent, ils n'existent plus. Ils se sont effondrés lors d'un de ces fameux glissements de la nappe phréatique et aujourd'hui, en lieu et place de Naos, vous avez un des plus beaux paysages du monde, à mon avis, c'est le paysage de Gourna, donc simplement admirable jeu de boutonnement de sable et de pierre dans lequel cohabitent les morts de l'époque pharaonique et les vivants d'aujourd'hui. Un des paysages, à mon avis, les plus absolus qui soit, dominé ici par la plus sacrée de toutes les montagnes, celle qu'on appelait dans l'Antiquité la cime, et celle qui était considérée comme le château de Amentit, déesse des portes de l'Occident. Il faut conclure maintenant, et plutôt que de conclure en vous montrant encore un Ramsès II, j'ai pensé rendre hommage à ceux qui l'ont servi. Je veux dire par là, est-ce que vous vous êtes rendu compte au cours de cet exposé du nombre d'architectes, de carriers, de contremaîtres, de sculpteurs et de peintres qu'il a fallu consommer pour construire tout cela? Alors, pour rendre hommage à tous ces artistes anonymes qui ont travaillé pour Ramsès II, je vous propose une dernière étape dans leur village. Il faut que vous sachiez en effet que sur la rive gauche de Thèbes, à quelques kilomètres, 2 kilomètres à peine d'ailleurs du Ramesséum, on a retrouvé à la fin du XIXe siècle un village de civils. Des gens avaient habité là. Les fouilles ont été entreprises et on s'est rendu compte que ce village n'était de loin pas n'importe quel village. Ce village avait le privilège d'avoir abrité la corporation des artistes qui avaient travaillé pour les rois du Nouvel Empire et notamment pour les 6 premiers Ramessides, donc juste à l'époque qui nous intéresse. On a retrouvé leurs maisons, on a retrouvé leurs ateliers, on a retrouvé leurs objets de tous les jours et mieux encore, on a retrouvé leurs tombes. Alors ce que je vous propose pour terminer ce cours sur Ramsès II, c'est un hommage à ceux qui l'ont servi en voyant leur ville, puis en voyant leur tombe, en voyant leur foi, en voyant leur groupe aussi. Au fond, je trouve presque plus juste que de finir devant un beau cimetière, voyez-vous. Alors ce village est là, on l'appelle aujourd'hui Der el Medine. Mais à l'époque du 17 mars, la place de vérité. Et quel nom plus merveilleux trouver pour abriter les artistes, c'est-à-dire ceux qui justement doivent défendre cette vérité absolue qui est la vérité des dieux. Je trouve le nom absolument émouvant, ce nom merveilleux. Voilà donc maintenant, vu à vol d'oiseau, ou presque, le village lui-même, avec ses maisons, sa grande rue principale et centrale, ses petites rues annexes, ses chambres toutes petites, c'est réduit à l'état d'arrasement, parce que comme toujours, c'était construit surtout en pisé, avec des seuils en pierre et parfois des colonnes de bois. La ville s'étage comme ça sur les contreforts même de la chaîne de l'Occident, ce qui est à la fois normal et génial. Normal en ceci, ça économise les trajets, et génial en ceci que ça permet aux ateliers de se distribuer journellement dans toute une nécropole. Je m'explique. Vous prenez le sentier qu'elle a, vous montez ici, c'est possible d'ailleurs, je dis tout de suite, et vous arrivez en 17 minutes d'un bon pas à la vallée des rois. Vous êtes en 11 minutes à la vallée des nobles. Vous êtes en 3 minutes de l'autre côté à la vallée des reines. Autrement dit, où que travaillent ces gens, ils étaient, de par la position même de ce qu'ils étaient, à portée de main pour gagner les lieux où ils devaient travailler. Alors voilà maintenant, vu de beaucoup plus près, la ville, le village, il faut l'appeler, avec surtout cette rue principale, sur laquelle ouvrent à peu près toutes les demeures importantes de nos personnages. La plupart de ces maisons se suffit de 2 pièces. Une pièce qu'on pourrait appeler la pièce de réception, se trouvait d'ailleurs le foyer, donc la cuisine, et une pièce derrière qui était la pièce à coucher, ou si vous préférez, la pièce à vivre. S'il n'y avait que le village, bon, ce serait émouvant, et puis on irait là monter au lever du week-end. Mais voilà, parmi le village, au milieu du village, on a retrouvé des tombes. Je veux dire par là que ces pauvres ouvriers, qui n'avaient naturellement pas un radis devant eux, hormis un salaire mensuel qui devait être plutôt misérable, ces ouvriers donc n'avaient pas les moyens de s'acheter une concession dans telle ou telle des nécropoles nobles de Cheikh Abdel Gourna ou de l'assassin ou de la Coca. Donc, ils ont simplement enterré leur mort chez eux. Et ils se sont arrangés de façon géniale. Le carrier creusait la tombe du peintre, ce contre quoi le peintre décorait la tombe du carrier. Le sculpteur exécutait la stèle du peintre, ce contre quoi le peintre décorait l'appartement funéraire du sculpteur.
visiteurs. Et ainsi donc, par une espèce d'entente assez étourdissante, sont nées ces tombes que vous allez voir. Alors voilà, au niveau du sol, elles se composent d'une petite chapelle, au fond de laquelle d'ailleurs est célébrée la plupart du temps l'âme du mort, et à un deuxième niveau souterrain, creusé donc bien sûr dans le roc, s'ouvrent les appartements funéraires, à un ou à deux niveaux comme ici. Le fond des fonds étant occupé par la momie et le trésor funéraire. En effet, comme dans toutes les tombes de toute l'histoire de toute l'Égypte, la partie qui affleure ici ne contient guère que des bas-reliefs et des images. C'est une sorte de temple funéraire auquel l'homme pieux, l'homme qui passe, simplement le passant, le promeneur, est appelé à entrer pour célébrer le mort. Et dans le secret des profondeurs, fermé, scellé à tout jamais, se trouve le mobilier funéraire. Alors vous avez vu une tombe type, on va maintenant pénétrer dans ces tombes, car il faut vous dire que beaucoup moins célèbres que les tombes de la vallée des rois, ou que les tombes de la vallée des reines, certainement moins prestigieuses que les tombes même des vallées des nobles, ces tombes de Deir el-Médine ont un mérite extraordinaire, c'est celui de la liberté des artistes. Au lieu de devoir s'en tenir comme toujours au canon de la tradition, ou même au canon de la mode du temps, ces artistes qui peignaient, eux, ont pu être d'une incroyable liberté dans le choix de leur couleur, de leurs proportions, des gestes de leur personnage. Et c'est absolument hallucinant de visiter beaucoup de tombes à Deir el-Médine. Alors, je voulais vous montrer quelques détails. Celui-là, je trouve une très bonne entrée en matière. C'est un atelier en train de préparer le mobilier funéraire d'un des morts de Deir el-Médine. Ah oui, il y en a un qui est en train de peindre le sarcophage, qui se trouve debout ici. Un autre est en train de contrôler les amulettes et de savoir si leur nombre est exact. Et regardez que l'artiste s'est amusé jusqu'à mettre la liste dans les mains du préposé. Et sur la liste est écrit, comme au fond, dans Misette Mahat, comme dans les palais royaux, on pensait à son monument, bien entendu, de son vivant. Et maintenant, dans ces tombes, dans chacune de ces tombes, M. Bruyère, celui qui a découvert le plus même de tombes inviolées, a pu découvrir les noms et les personnalités de tous ceux qui ont travaillé à Abu Simbel, au Ramesséum, à Karnak et à Luxor. C'est-à-dire que le nom suivi du métier nous a permis de rendre, si on peut dire, aux artistes ce qui était vraiment leur produit. Or, sans pouvoir savoir où chacun a travaillé, mais pour vous en présenter quelques-uns, voilà par exemple ici M. Konsou. Ce Konsou, accompagné de son épouse ici, était contremaître des chantiers d'amont de Karnak. C'est lui qui était responsable principalement des bâtiments construits sous Ramsès II. Le deuxième, très à la mode avec sa période blanche, c'est Iri-Néfer. Ce Iri-Néfer était peintre des nécropoles des reines. Et regardez ça, regardez cette liberté de style tellement extraordinaire. Celui-là s'appelait Pachet, et ce Pachet était carrier dans les carrières de grès du Eben Silsilé. Et lui aussi responsable de carrière comme un fonctionnaire. Voilà ce Pachet tiré de la longue frise de ses géniteurs et enfants. Mais regardez la liberté de style, c'est étonnant. Au lieu de cet art extrêmement codifié qu'était l'art du Nouvel Empire, nous avons là un art merveilleusement emporté qui vraiment fait, je trouve, beaucoup de bien à voir. On a isolé, à l'heure actuelle, plus de 80 tombes à Deir el-Médine. Quelques-unes n'ont pas de décor, ou presque pas. Quelques-unes ont un décor assez médiocre, il faut bien le dire. Quelques-unes sont géniales. La plus géniale de toutes, c'est celle qui va nous arrêter le plus longtemps. Elle appartenait à Senetjem. Elle porte d'ailleurs, parce que Bruyère a voulu ainsi, le numéro 1 de Deir el-Médine. Alors, la Senetjem avait été en fait contremaître des chantiers royaux pour la rive orientale du Nil. Donc il était responsable de Karnak, de Luxor et de beaucoup d'autres tombes, semble-t-il. Il s'est fait construire une tombe dont il ne reste aujourd'hui que le caveau, et essayez de me croire, on a retrouvé là-dedans 20 morts, momifiés dans leur linceul, dans leur sarcophage et tout. Alors, les peintures, vous le voyez, sont d'un état de conservation merveilleuse. Mais les objets que je vais vous montrer sont encore plus extraordinaires, en ceci que, lorsque Bruyère les a découverts, rien ne les avait touchés depuis 1250 avant Jésus-Christ. La raison est simple. Les pillards pillaient là où il y avait à piller. Chez les rois, chez les reines, chez les nobles, il y a de l'or, des pierres, bien.
Mais ces pauvres artisans qui n'ont jamais possédé même une boucle d'oreille en or, puisqu'on va les déranger. Donc, les pillards ayant laissé Deir el-Médine en paix, on a pu trouver là des choses hallucinantes qu'aucune tombe de roi, qu'aucune tombe de reine, qu'aucune tombe de noble n'a jamais révélées. Par exemple, regardez ce sarcophage, il est en bois, recouvert de lin, entièrement peint et verni. C'est le sarcophage de Sénégène, justement, le maître de la tombe, en grande perruque d'apparat, portant tous les joyaux d'apparat, mais tout cela naturellement est peint au lieu d'être à proprement parler orfévré. Mais ce qui n'empêche que Sénégène a Isis qui est en ses ailes sur son corps pour mieux le protéger, les lotus, symbole de renaissance, autrement dit, l'iconographie même de ce sarcophage est aussi efficace religieusement parlant que celle de Séti Ier ou de Ramsès II. Je veux dire par là, il n'y a pas d'or, mais par contre, la puissance même de ce qui est exprimé est aussi sublime. Celui-là, bien connu d'ailleurs, c'est Paya, un des gendres de ce Sénégène. Alors lui était scribe et même, semble-t-il, à certains moments de sa carrière, envoyait le pharaon dans les pays étrangers. Il porte un bel perruque ravessie, tout à fait caractéristique. Bref, on ne fait pas plus ravessie que lui. Et la plus belle de toutes, à mon avis, voilà, c'est Irénée. Eh bien, c'est le couvercle de sarcophage de l'épouse de Sénégène. Donc elle est aussi comme si elle ne faisait que passer autour d'une promenade. Je trouve d'ailleurs absolument admirable comme idée. Ça, c'est une liberté de Isaac Barr. Ça, c'est une de ces libertés d'artiste. Au lieu de toujours osirifier les morts, ici, on leur donne une espèce d'extraordinaire liberté, il faut bien le dire. Puis, ayant déblayé les morts, si j'ose dire, on a trouvé le mobilier funéraire. Et là aussi, des choses qu'on n'aurait pas rêvé de trouver dans une tombe de roi ou de reine. Parce que là encore, l'or et les pierres auraient attiré les voleurs. Regardez, la chaise de Sénégène. 29 morceaux de bois, chevilles et mortaises compris, composent cette chaise, qui n'a pas été restaurée. Vous la voyez là, avec l'éclat de ses couleurs et l'éclat de sa conservation du moment de la découverte. Regardez le détail du dossier. Là, bien sûr, souvenez-vous de certains objets du tombeau de Toutankhamon, vous avez pu le voir, vous retrouvez, c'est la même rythmique, c'est le même, si vous voulez, style de décor, mais retranscrit ici avec la poésie, la liberté du trait. Étonnant. Après cela, on a trouvé des vases. Regardez ces vases. Chez les rois, ils sont d'albâtre, là, ils sont simplement en terre cuite, recouverts d'un lin très fin que l'on a peint pour justement donner plus de gaieté à l'ensemble. Et je crois que c'est ce qui peut-être commence à vous frapper le plus, c'est peut-être le terme de gaieté est un peu grotesque, mais cette espèce de sourire face à l'au-delà qui marque tous ces artisans de Deir el-Médine. Il faut dire qu'ils le connaissaient bien, l'au-delà, qu'ils le travaillaient tous les jours. Et puis, on arrive au bout. Sous les meubles, on a retrouvé des choses encore plus émouvantes. Des assiettes qui avaient certainement appartenu d'ailleurs à la famille, parce qu'il n'y a pas que Sénégène, j'ai déjà dit, c'était 20 là-dedans, qui avaient appartenu à la famille, qu'on avait mis avec eux parce qu'ils les avaient aimés peut-être, comme par exemple ce bol en faïence bleue, décoré d'une image de la déesse Hathor entourée de lotus. Mais un dessin, je t'insulterais en vous disant d'un modernisme qui rappelle Matisse, parce que ça serait vraiment trop bête. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher. C'est vrai qu'il y a là-dedans un génie que j'aimerais bien voir, parfois, chez Matisse ou chez Picasso. Bref, absolument étourdissant. Une autre assiette, juste trouvée à côté, plus classique encore, regardez, avec la représentation d'une musicienne. Voilà. Elle est en train de jouer d'un luth à très grand, très long manche. Cependant, un petit singe est en train de lui tripoter son seul vêtement, c'est-à-dire la ceinture qu'elle porte autour des reins. Approchons toujours de la conclusion, c'est-à-dire de ce qu'il peut y avoir de plus émouvant, regardez. Dans une sorte de sac en toile, mis dans une boîte plate, on a découvert ce qui, au fond, signait toute la beauté de cette tombe. C'est l'outil par excellence de Sénégène, son équerre, tout simplement. Et cet équerre a franchi maintenant 3250 ans pour arriver ainsi au musée du Caire, vous voyez, les conserver. Voilà l'équerre, il manque un tout petit bout malheureusement. Voilà le fil à plomb, voilà un magnifique contrepoids en albâtre qui se trouve ici. Et toute la titulature des mérites de Sénégène inscrits au-dessus. Donc, tous ceux que je viens de vous présenter, Sénégène et les autres, Irénée, Cao, tous ceux qui composent Deir el-Médine, sont ceux vraiment auxquels je voulais, et je tenais beaucoup à rendre cette sorte
demain en fin de conférence, parce que c'est grâce à eux que Ramsès II a été immortel. C'est donc pas mauvais qu'ils aient eux aussi gagné l'immortalité. Merci beaucoup.